zum 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 zum, tá faltando um. Oh zum 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 zum, tá faltando um. Oh zum 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 zum, tá faltando um. L'Union européenne, c'est le plus grand espace de paix, de liberté, de prospérité économique au monde. Donc, quand vous avez la chance de voyager un peu, vous le voyez, on a vraiment un confort de vie qui est inégalé, on a des États-providence qui fonctionnent encore bien, on a une liberté de parole, liberté de la presse qui est totale, justice qui est indépendante, qui fonctionne bien. Donc, on est quand même très, très, très privilégié. À mon avis, le sujet est moins le passé que l'avenir. C'est-à-dire, au fond, comment est-ce qu'on essaie de protéger ça et comment est-ce que l'Union européenne se structure pour répondre aux grands défis de demain, qui sont, à mon avis, avant tout des défis technologiques et économiques. Vous parlez de révolution industrielle. Voilà, on connaît aujourd'hui une révolution industrielle qui est celle du numérique, de la robotique et de l'intelligence artificielle. Et l'Europe n'est pas présente, marginalement. Ce sont les entreprises américaines et chinoises qui dominent cette révolution industrielle. Et il faut absolument qu'on mette en place un marché du financement, un marché unique du numérique, qu'on finance des projets en commun pour faire en sorte qu'on entre enfin dans cette révolution industrielle. Et on a un peu parlé d'écologie. Vous dites qu'il faut arrêter d'avoir peur, qu'il faut agir intelligemment. Oui. Vous nous parlez notamment de l'économie circulaire. Ouais. Quoi d'autre? Quelles mesures exactes vous pourriez proposer, par exemple? Et est-ce que c'est suffisant? Oui, alors il y a 3 types de mesures à prendre sur l'écologie. Déjà, il faut bien évidemment faire la transition énergétique. Et donc, il faut progressivement passer à des modes de production de l'énergie et d'électricité, ce qu'on appelle l'énergie secondaire, qui émettent moins de CO2. Alors ça, évidemment, il faut qu'on coopère un peu plus avec nos amis allemands, par exemple, qui ont fait l'inverse ces dernières années. Ensuite, il faut vraiment avoir un plan d'investissement dans l'efficacité énergétique. Il y a plein de bâtiments publics en Europe qui sont catastrophiques du point de vue de la consommation énergétique, des écoles, des trucs, enfin vraiment. Donc ça, il faut vraiment de l'argent public, alors qui n'est pas forcément européen d'ailleurs, qui peut être national, mais pour aller vers de l'efficacité énergétique. Et puis, il faut développer, bien évidemment, l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est pas que du recyclage. L'économie circulaire, c'est aussi de la recherche et développement pour faire en sorte que nos smartphones, par exemple, aient des durées de vie qui ne soient pas de 5 ans, mais de 10 ans ou de 15 ans. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment de l'innovation et c'est beaucoup de valeur ajoutée. Aussi, du point de vue politique, vous partez du postulat que l'Europe est le continent de la liberté, que les libertés politiques sont assurées, etc. Le problème, c'est qu'on voit quand même récemment en France avec les mesures d'état d'urgence, ou alors en Hongrie, en Pologne avec la réforme de la justice, qui quand même remettent un peu en question ces libertés. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que l'Europe est toujours le continent de la liberté? Alors, par comparaison aux autres, oui. Mais surtout, ce qui est intéressant dans vos exemples de la Pologne et de la Hongrie, c'est que justement l'Union européenne est un garde-fou contre ça. Et l'Union européenne, justement, n'a pas toléré le fait que l'indépendance de la justice soit remise en cause. Et moi, j'ai beaucoup soutenu l'Union européenne. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter il faut jamais caler sur ces valeurs. Donc, je pense que l'Union européenne, au contraire, est un très bon garde-fou. Sur le cas de la France, je pense que le passage de l'état d'urgence dans le droit commun a été plutôt bien fait. Là où j'ai des désaccords importants avec le gouvernement, c'est sur la loi fake news, notamment. Voilà, alors je ne sais pas si l'Union européenne se prononcera là-dessus, mais enfin, je veux dire, honnêtement, la France reste un pays incroyablement libre où vous pouvez dire ce que vous voulez et vous n'êtes jamais menacé par la justice. Et en ce moment, il y a des gens qui disent des choses comme vous savez, et on n'est pas menacé. Donc, mais il faut que ça reste comme ça, bien évidemment. D'accord. Et vous êtes opposé au RGPD? Oui, je suis opposé au RGPD. De toute façon, il est fait, mais j'étais opposé au RGPD parce que je considère que, au fond, on pouvait avoir des garde-fous sur les données personnelles pour assurer la transférabilité des données, par exemple, mais des garde-fous beaucoup plus simples. Le RGPD est un règlement qui est très complexe. Les entreprises le vivent comme quelque chose de complexe et c'est pénalisant pour les startups européennes beaucoup plus que pour les GAFA. Les GAFA payent les avocats les plus riches du monde. Donc, je veux dire, les BATX, leurs homologues chinois, donc ils n'en ont rien à faire. Ça les amuse. C'est même pour eux plutôt une protection. D'accord ? Est-ce que ça mine la concurrence ? Bien évidemment. Et ça complique la vie des petites entreprises qui aimeraient bien un jour peut-être devenir des GAFA. Tá faltando oh zum 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 zum, tá faltando oh zum 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 zum, tá